Donc bonjour, bienvenue à tous. Je suis avec Gérald Olivier. Bonjour Gérald, vous allez bien? Bonjour. Oui, très bien, merci vous-même. Ça va, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation à Trump Fact News. Donc je voulais juste vous présenter pour ceux qui ne vous connaissaient pas encore. Donc vous êtes journaliste franco-américain et chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, c'est bien ça? Absolument. On dit IPSE pour faire court. Ok, IPSC. Et vous avez été aussi rédacteur, chef de spectacle du Monde, c'est ça? Oui, c'était il y a une dizaine d'années, en effet. Après avoir été correspondant aux États-Unis pour le magazine Valeurs Actuelles pendant une quinzaine d'années, je suis rentré en France pour prendre le mensuel de la même maison qui s'appelle Valmonde. Et je suis resté à la tête de ce magazine jusqu'au début des années 2010, Et 2015. 2015 et vous faites aussi des chroniques aussi pour Atlantico? Oui, aujourd'hui, je suis journaliste indépendant, donc j'écris beaucoup pour Atlantico, un petit peu pour Causeur, et je suis aussi auteur d'ouvrages. Je ne sais pas si vous l'aviez repéré, mais il y a évidemment mon livre qui est paru à l'automne, Sur la route de Tout la à fait. Maison-Blanche, qui est un dictionnaire des élections présidentielles américaines. Tout à fait, on allait en parler aussi. Bah, Merci. c'est parfait. En tout cas, ben, merci à vous. Bon, on va rentrer tout de suite dans le sujet. On va commencer déjà peut-être avec un petit mot sur l'impeachment. Je voulais avoir votre avis sur ce procès en destitution qui est, on peut dire, un peu ridicule, puisque Donald Trump n'est plus président des États-Unis. Selon vous, quel était l'objectif de ce procès pour les démocrates? Est-ce que vous pensez sérieusement qu'ils avaient comme objectif de le pénaliser, sachant qu'ils n'avaient pas beaucoup d'éléments à charge contre lui? Ou alors il y avait derrière un autre objectif caché? Non, l'objectif, c'était en effet de le disqualifier à vie de tout office électif futur. Il y a eu une sorte d'obsession de l'impeachment, pour faire du franglais. Il y a eu une obsession de la destitution de Donald Trump qui a commencé dès qu'il a été investi en janvier 2017. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais 19 minutes, exactement 19 minutes après sa prestation de serment, il y avait déjà des articles de destitution qui avaient été déposés par un élu démocrate à la Chambre des représentants. Et ensuite, les démocrates n'ont jamais eu de cesse de trouver un motif pour le destituer. Ils ont longtemps pensé que l'histoire de collusion avec la Russie serait un motif suffisant, jusqu'à ce que le rapport Mueller invalide absolument tous les soupçons qu'on avait à ce moment-là et évoque le fait qu'il n'y avait eu ni collusion, ni obstruction de justice, ni quoi que ce soit. Ensuite, il y a eu le fameux coup de fil avec le dirigeant ukrainien qui a donné lieu au premier procès en destitution, dont on savait à l'avance qu'il n'aboutirait pas, puisque d'un point de vue purement procédurier, il faut une majorité des 2/3 au Sénat pour condamner le président. Les démocrates n'avaient pas cette majorité et les républicains ont largement fait corde à Donald Trump à l'époque. Et donc, il y a eu ce dernier incident qui est survenu le 6 janvier et qui a servi de prétexte à un deuxième vote en destitution de la part de la Chambre des représentants et un second procès en destitution. Donc, il y a eu une question de constitutionnalité au départ, puisque lorsque la Chambre a voté, c'était le 13 janvier, je crois, de mémoire, Donald Trump était toujours président, mais il allait être président pour une semaine. Et on savait que le procès ne pourrait pas avoir lieu et être conclu avant l'expiration du mandat. Donc la manœuvre était, on va dire, superflue, puisque la destitution a pour objectif de renvoyer un président qui est en place. Or là, le président allait se renvoyer tout seul, puisque son mandat allait se terminer sous 7 jours. Donc l'objectif était autre. Et l'objectif, il était en effet d'obtenir une condamnation du président et une condamnation qui soit suivie d'un nouveau vote par le Sénat, cette fois pour, je dirais, disqualifier Donald Trump de se présenter à tout nouveau poste électif à l'avenir. Et en vérité, cette disqualification, elle était souhaitée pour une raison bien simple, c'est que les démocrates ne savent pas trop comment faire pour battre Trump. Et j'ose à peine le dire, mais à la régulière, soyons honnêtes, ils ont eu beaucoup de mal à le battre et on pourra peut-être discuter justement de cette idée à la régulière en faisant référence
à l'élection présidentielle de 2020 et un certain nombre de soupçons d'irrégularité qui ont été évoqués autour du scrutin. Donc les démocrates avaient besoin d'un autre moyen de se débarrasser de Trump et ils ont estimé qu'une destitution motivée par le thème de l'incitation à la violence insurrectionnelle pouvait fonctionner. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que, pour moi, l'accusation ne tenait pas debout. Un. Deux, la constitutionnalité du procès, comme je viens de l'expliquer, faisait problème. Trois, les républicains ont fait corps sur le plan politique et partisan derrière le président sortant. Et donc, cette procédure n'a pas abouti. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut même dire que ça a même peut-être renforcé la popularité de Donald Trump, d'ailleurs, de son camp. Absolument, absolument, parce que malgré tout, le procès a été suivi à la télévision. Et je pense que les avocats de Donald Trump ont fait un très bon travail le dernier jour pour démonter les accusations des démocrates. On a bien vu que du côté des démocrates, il y avait eu une prise de liberté avec un certain nombre de pièces à conviction. Lorsque vous présentez une vidéo et que cette vidéo a fait l'effet d'un montage pour en accentuer certains effets, ben vous trichez avec la réalité. Ça passe bien au journal du soir. Ça ne passe pas devant ce qui est considéré comme une cour de justice. Et je pense que les avocats de Donald Trump ont très très bien démontré cela. Ils ont aussi très bien démontré qu'il y avait un deux poids, deux mesures en ce qui concerne l'incitation à la violence. Et ils ont rappelé les propos de la vice-présidente actuelle, Mme Kamala Harris, qui, au printemps dernier, alors qu'un certain nombre de grandes villes américaines voyaient leur centre-ville mis à feu et à sac toutes les nuits par des émeutiers qui se réclamaient de causes antiracistes, mais qui étaient pour la plupart des anarchistes et des casseurs. Et on a vu qu'à cette occasion, Kamala Harris avait encouragé les émeutiers. Elle les avait encouragés au point de créer un fonds de soutien pour payer leur caution en cas d'arrestation, et que ces propos et cette action n'avaient à l'époque fait l'objet d'aucune contestation, ni même de critique, et que donc il y avait un deux poids, deux mesures. Et de ce point de vue-là, les Américains qui ont suivi le procès ont, à mon avis, été beaucoup plus convaincus par les arguments de la défense que par les arguments de l'accusation. Et du coup, Trump en est sorti plutôt grandi qu'autre chose. Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs au Minnesota, il me semble que Kamala Harris avait soutenu les mouvements Black Lives Matter et qui avait d'ailleurs causé énormément de pillages et d'incendies. Enfin, c'était vraiment. Mais en tout cas, la vidéo a eu un effet, on va dire, pratiquement pour les démocrates, ça les a vraiment calmés du coup. Et d'ailleurs, après ça, ils avaient même parlé de ramener des témoins, chose qu'ils n'ont pas faite. Et donc, d'ailleurs, je pense que le clan Trump avait répondu que s'ils amenaient un témoin, ils étaient capables d'en ramener 300. Donc, je ne pense pas que c'est après dans leur intérêt de continuer le procès, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont été très déçus d'être mis en défaut par l'équipe de défense du président Trump, qui a démonté à la fois leurs arguments sur le fond et sur la forme. Et donc, ils ont évoqué l'idée de ne pas en rester là, alors qu'en fait, il y avait une sorte de gentleman's agreement qui avait été conclu au départ par le Sénat, dont les dirigeants savaient très bien que ce procès allait nulle part, puisqu'ils n'avaient pas les votes. Vous savez, au Sénat, quand on n'a pas les votes, on peut très bien faire un débat, mais on en connaît l'issue à l'avance. Donc, on connaissait à l'avance l'issue de ce procès. Et je crois que les démocrates ont été déçus de voir que l'opinion publique, ni le moindre élu républicain en leur faveur. Et donc, ils ont peut-être essayé une manœuvre, je dirais, un petit peu en biais, un coup fourré. Ça n'a pas marché. Ils ont été désavoués par leur propre leadership. Et ça s'est terminé par un vote aussi rapide que c'était prévu. C'est ça. C'était déjà, on va dire, joué. En tout cas, bon, bah, c'est une bonne chose pour Donald Trump. Je voulais revenir avec vous maintenant sur le bilan de Biden. Après pratiquement maintenant un mois bientôt,
4 semaines. Donc on peut déjà citer les grandes lignes. On a l'impression que l'objectif de la présidence Biden, c'est d'abord de renverser toutes les décisions de Donald Trump. On l'a vu notamment sur le retour dans les accords de Paris sur le climat, qui ont été officialisés aujourd'hui. La réintégration à l'OMS, il y a eu l'annulation aussi du projet du Keystone. Aussi l'immigration, il va régulariser des millions d'immigrés que Trump avait mis de côté. Pour vous, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'on peut s'attendre en fait de ce futur mandat de Biden? Est-ce qu'au moins il y a des choses positives qu'on pourrait voir? Ou alors pour vous, ça va être quelque part un peu l'objectif, donc juste de détruire ce qu'a construit Trump pendant 4 ans? Écoutez, il y a quelques jours, enfin une semaine ou deux, pour ceux qui suivent mon blog, j'ai écrit un article qui s'appelait Jeu de massacre. Jeu de massacre ou 2 semaines de présidence Biden. Et vous avez tout à fait raison de souligner que par tous les décrets qu'il a pris, par toutes les signatures qu'il a apposées au bas de ces documents, Joe Biden, pour l'instant, a surtout cherché à détricoter, détruire, défaire tout ce qui touche à l'héritage de Trump. Alors au passage, on peut noter déjà une opposition, voire une contradiction, voire une hypocrisie ouverte entre un discours d'investiture où il avait promis de chercher à réunifier la nation, d'être le président de tous les Américains, et là des prises de décision qui vont totalement à l'encontre de ce que son prédécesseur a fait, et manifestement à l'encontre de ce que 75 millions d'Américains au moins soutiennent, puisque si Trump avait une qualité en tant que dirigeant, c'était celle de dire ce qu'il pense et de faire ce qu'il dit une fois qu'il a été élu. Parce que je ne pense pas qu'un quelconque président récent ait autant tenu ses promesses que ne l'a fait Trump durant son mandat. Donc là, on a un Joe Biden qui va à l'inverse sur tous les points. Et vous en avez souligné quelques-uns. Il y a la question de l'immigration. Il a suspendu immédiatement la construction du mur et il a annoncé la régularisation de quelques 11 millions de clandestins. La réouverture des frontières aux réfugiés au passage. Il y a la question, je dirais, de l'énergie. Donald Trump avait fait de son mandat le mandat qui donnait aux États-Unis une véritable indépendance énergétique à travers des investissements sur les énergies fossiles, notamment le gaz de schiste et d'autres. Biden a tout interrompu immédiatement, aucun nouveau permis d'exploration concernant les énergies fossiles. Il a suspendu un projet de pipeline qui liait les États-Unis au Canada qu'on appelle un projet Keystone, qui au passage a signifié la perte de 10 000 emplois instantanés pour tous les gens qui travaillaient sur la construction de ce pipeline. On regarde que sur des sujets comme beaucoup plus sensibles du point de vue je dirais, de la société américaine, notamment la question de l'avortement, qui tient à cœur à un certain électorat, un électorat traditionnaliste, un électorat républicain et un électorat trumpiste. Joe Biden est revenu sur ce qu'on appelle la Mexico City Policy, la politique de Mexico City, qui consiste à autoriser le financement, donc par argent public, d'avortements à l'étranger. Alors que Donald Trump avait interrompu cette procédure, considérant qu'on ne pouvait pas utiliser l'argent de certains électeurs américains étant contre l'avortement pour financer cette procédure au-delà des frontières. Donc on a toute une série de points. Vous avez souligné celui sur l'environnement et le retour dans l'accord de Paris. Vous avez souligné la réintégration de l'OMS, alors que cette organisation a été considérablement discréditée l'an passé par la façon dont elle a, je dirais, reproduit un certain nombre de thèmes favorables à la Chine sur l'interprétation de l'historique de la naissance de ce virus et n'a pas forcément fait grand-chose pour aider les pays à lutter contre ce virus. Donc on a toute une série de décisions où Joe Biden va véritablement à l'inverse de ce que souhaitaient les électeurs de Donald Trump. Au-delà de cela, on remarque surtout une chose, c'est qu'il est en train, Joe Biden, le nouveau président, est en train de faire plaisir à son aile gauche. Et là, on a déjà la réponse à une des questions que l'on posait pendant la campagne, puisque Joe Biden, a priori, sur le plan historique, appartient plutôt à l'aile centriste
du Parti démocrate. C'est Oui, quelqu'un qui, au sein des démocrates, était plus, non pas un conservateur, mais un démocrate centriste, ce n'était pas du tout un démocrate radical. Or là, il est en train de faire plaisir à l'aile gauche. Sur le plan économique, je rappelle qu'il a signé un décret pour faire passer le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Ce salaire minimum aux États-Unis, il varie selon les États, mais pour l'instant, au plan fédéral, il est beaucoup plus bas, pratiquement moitié plus bas, même si au sein de certains États comme la Californie, il est déjà à 12 ou 13. Mais une telle décision étendue au plan fédéral, même si elle paraît extrêmement généreuse, elle va à l'encontre de l'intérêt d'un certain nombre d'ouvriers, parce qu'on sait très bien que beaucoup d'entreprises ne pourront pas payer tous leurs ouvriers actuels à un tel tarif. c'est Et ça. donc Donc, il devrait avancer. la conséquence immédiate d'une telle décision, ce serait probablement une montée du chômage. Le Congressional Budget Office, qui est une commission, je dirais, parlementaire, et donc une commission qui est neutre sur le point politique, a évoqué la perte de 1,4 million d'emplois. Mais c'est une demande de l'aile gauche, c'est une demande de Bernie Sanders, c'est une demande de mademoiselle Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une autre tête de file de l'aile radicale du Parti démocrate. Donc on constate que pour l'instant, Joe Biden travaille pour les extrêmes, il travaille pour les plus radicaux au sein de son parti, et je pense qu'on a une indication de la ligne générale de sa présidence, en tout cas en ce qui concerne la politique intérieure. En politique extérieure, on constate des changements radicaux sur le Proche-Orient, puisqu'il a déjà indiqué qu'il allait renouer le dialogue avec l'Iran. On a remarqué sa grande prudence, voire sa bouderie ouverte du Premier ministre Netanyahou en Israël. On a remarqué son désaveu de l'Arabie saoudite avec l'annulation d'un contrat de vente d'armes et le fait qu'il refuse de parler au prince héritier Ben Salman, s'adressant au roi, alors que le roi ne règne plus, enfin règne, mais ne dirige plus les affaires de ce pays. Donc là, il y a une forme de contre-pied de la politique de Donald Trump, et on remarque bien évidemment, en particulier avec des propos qu'il a tenus très récemment sur la chaîne CNN, une volonté je dirais, d'être beaucoup plus, je dirais pas de réconciliation, mais on va dire beaucoup plus convivial et beaucoup plus chaleureux avec la Chine, et notamment avec le président Xi Jinping, dont il a excusé un certain nombre de politiques répressives au nom de la diversité culturelle. Je pense que sur le plan commercial, il restera un petit peu plus prudent et gardera certains des acquis de Donald Trump. Je pense qu'il gardera notamment l'acquis de l'accord commercial qui lie le Canada et le Mexique, l'accord qui a remplacé l'ALENA ou le NAFTA d'avant. Mais je ne pense pas qu'il sera aussi vigilant et que par contre, vis-à-vis de la Chine, je crains une certaine naïveté quand on connaît les intentions et le fonctionnement du régime chinois aujourd'hui. Une naïveté ou peut-être une sorte aussi de soumission de Biden avec des intérêts derrière. Alors, Enfin, je ne veux en tout pas, cas, une complaisance. On voilà, peut dire une complaisance. le mot complaisance est acceptable. Après, je ne veux pas spéculer sur les raisons de cette complaisance. On sait qu'il y a une enquête en cours du FBI sur les agissements non pas de Joe Biden, mais de son fils Hunter Biden. On ne sait pas à l'heure actuelle jusqu'où ira cette enquête. Certains ont évoqué le fait que Joe Biden est lié aux affaires de son fils. Lui, il l'a toujours nié. Donc, pour l'instant, je préfère m'en tenir à ce qui est officiel. Mais je constate simplement que Donald Trump avait une attitude confrontationnelle vis-à-vis de la Chine, une attitude, je dirais, de mise en demeure. Et il considérait que la Chine, comme certains autres pays, est beaucoup plus sensible à un langage de force, à un langage d'autorité, et qu'elle tend au contraire à abuser d'un langage de complaisance et d'un langage favorable. En quelque sorte, quand vous leur donnez quelque chose,
au lieu qu'ils vous rendent quelque chose en retour, eh ben, ils en profitent pour vous demander plus. Donc voilà ce que je veux dire par une certaine naïveté ou une forme de complaisance. Pour moi, il ne fait aucun doute que le grand rival des États-Unis au XXIe siècle, c'est et ce sera la Chine, ce n'est pas la Russie. Et je ne suis pas sûr que l'analyse de Joe Biden et de ses conseillers sur ce point soit exactement la même que celle de l'équipe de Trump, ce qui pourrait poser problème. Ouais, je pense que vous avez raison. Et puis, en tout cas, on voit bien à travers votre analyse qu'on se dirige plutôt vers une idéologie très à gauche, puisque c'est notamment, ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, et j'aimerais justement avoir votre avis dessus sur ce dernier point. Est-ce que vous pensez que certains parlent du troisième mandat d'Obama à travers l'élection de Biden? Est-ce que vous pensez que derrière, il y a la main d'Obama qui rôde en tout cas sur l'administration de Biden? En tous les cas, les acteurs de l'administration Biden à ce jour sont pour l'essentiel des vétérans de l'administration Obama. Ce sont Obama. des gens qui avaient des postes importants à ce moment-là, soit au service de Joe Biden, vice-président, comme par exemple M. Anthony Blinken, mais vous avez tout l'appareillage de politique étrangère, Jake Sullivan, Blinken et d'autres, Avril Haines, sont des gens qui sont passés par l'administration Obama. Et on remarque énormément de hauts fonctionnaires qui avaient déjà des postes sous l'administration Obama. Donc il y a une sorte de retour ou de continuité, ce qu'on appelle en anglais la revolving door, c'est-à-dire la porte tournante, eh bien, elle fonctionne à plein régime. Les démocrates qui avaient travaillé sous Obama ont traversé la rue à Washington. Ils sont allés sur K Street, qui est à deux blocs de Pennsylvania Avenue, et ils ont travaillé pour un certain nombre de lobbies et de think tanks et de réseaux d'influence. Et maintenant qu'il y a à nouveau un président démocrate à la Maison-Blanche, ils ont réintégré leur poste. Donc il y a une évidente continuité, je dirais, idéologique, aussi bien pour la politique intérieure que pour la politique extérieure, avec, comment dirais-je, l'administration Obama. Il y aura peut-être des petites différences, peut-être sur la question de la santé, mais sur des plans, je dirais, comme l'immigration, l'économie, la politique étrangère, les droits des minorités. Biden est peut-être même plus qu'à gauche qu'Obama. En ce qui concerne les relations raciales, je souligne l'emploi devenu fréquent aujourd'hui chez Joe Biden et ses porte-paroles du mot équité, qui est venu remplacer le mot égalité. On ne parle pas d'égalité raciale aujourd'hui aux États-Unis, on parle d'équité raciale. Et l'équité, ça ne veut pas dire une égalité de droit, mais ça veut dire une égalité de résultats. Et donc, à partir du moment où on estime qu'il y a eu une inégalité au départ, eh bien, des choses à rattraper, ce qui est au passage une pente pour moi extrêmement dangereuse. Mais même Barack Obama ne parlait pas encore d'équité raciale. Donc là, on a Joe Biden qui est plus royaliste que le roi et va peut-être même au-delà et au-devant des attentes de certaines minorités aux États-Unis. Oui, puisqu'il avait parlé d'ailleurs de certains financements qui iraient justement aux personnes de couleur, en précisant quand même les couleurs, en parlant de noir, de blanc, enfin Oui, tout à fait. de différents types de couleurs. Donc, on voit bien quand même que pour lui, c'est un thème très important. Donc, comme vous disiez, ça rejoint un peu le côté, un peu la question raciale qui est très, très en avant chez Biden, ce qui n'était pas le cas à l'époque de Trump et même d'Obama. Oui, oui. Dernière question par rapport à ça, est-ce que vous voyez, alors, encore une fois, personne mettent en avant peut-être Biden comme commençant ce mandat mais ne le terminant pas et Kamala Harris le remplacerait. Est-ce que vous voyez cette optique ou pour vous c'est farfelu? Non, c'est pas si farfelu que ça. D'abord parce que Joe Biden est fatigué. On le voit tous les jours.
On peut d'ailleurs revenir un petit peu sur la façon dont les médias ont couvert sa campagne en 2020. En 2020, il y a vraiment eu une collusion d'intérêts pour faire élire Joe Biden et, ou faire perdre Donald Trump, si vous voulez le prendre dans ce sens-là. Et à l'époque, tout le monde a nié que Joe Biden soit fatigué, qu'il ait des problèmes de santé, qu'il ait des problèmes, je dirais, cognitifs. Mais on le constate tous les jours. On constate tous les jours qu'il a du mal à terminer ses phrases. On constate tous les jours qu'il a du mal à garder le fil de ses idées. On constate tous les jours qu'il commet des lapsus et très souvent se trompe de nom, se trompe de date, se trompe de fait, se trompe d'endroit. On lui a donné un emploi du temps qui est extrêmement léger. Il passe un coup de téléphone par jour. Il a un coup de téléphone important. Pour l'instant, c'est un coup de téléphone important par jour, pas deux. Il a une semaine de 5 jours. Samedi, dimanche, il va en famille à Camp David ou ailleurs pour se reposer et il joue avec ses petits-enfants. Avant-hier à Washington ou même hier matin à Washington, il y avait de la neige. Il n'est pas sorti de la Maison-Blanche et on a annulé tous ses rendez-vous. Donc pour l'instant, il est protégé. Il est protégé. Et on craint énormément pour sa santé. Il a été vacciné contre le Covid au passage, même si il n'en a pas fait beaucoup de publicité, mais il a été vacciné au mois de décembre, avant même d'avoir pris sa fonction. Et donc, il est très probable que, il ne sera pas candidat à un second mandat, parce qu'il aura 82 ans en 2024 et donc potentiellement 86 à la fin de ce second mandat, ce qui, 8 ans par rapport à aujourd'hui, c'est quand même beaucoup. Et donc, dans la perspective où ce serait Kamala Harris qui lui succède, Kamala Harris serait dans une position beaucoup plus forte si elle se présentait en tant que présidente en exercice et non pas simplement en tant que candidate, même adoubée par le président sortant, candidate à la Maison-Blanche. Donc, un scénario qui verrait Joe Biden démissionner à l'issue de son discours sur l'état de l'Union de janvier 2024 et confier la barre à Kamala Harris, qui à ce moment-là, elle aurait 8 mois pour faire campagne, et ce serait donc trop peu pour que sa propre politique ait des effets néfastes, et elle pourrait toujours surfer sur la politique mise en place par son prédécesseur, mais elle deviendrait effectivement présidente des États-Unis, ce qui aurait aussi pour avantage d'en faire pour l'histoire la première femme présidente des États-Unis, qu'elle l'emporte en novembre ou qu'elle ne l'emporte pas. Et en tous les cas, cela favoriserait, je dirais, la cohésion du Parti démocrate et peut-être du peuple américain derrière elle, parce que le sortant a toujours un avantage. Il est toujours plus facile de voter pour quelqu'un que l'on connaît que pour quelqu'un que l'on ne connaît pas et qui n'a jamais été aux manettes. Donc pour moi, ce n'est pas du tout un scénario absurde. Il faudra voir comment se comporte Joe Biden, si sa santé, je dirais au moins physique, se maintient, et si peut-être il prend goût au pouvoir, mais d'un point de vue purement politique, ce serait une manœuvre qui aurait beaucoup de justification et qui est donc parfaitement envisageable. Parfait. En tout cas, on va terminer avec votre avis sur l'avenir des Républicains déjà. Est-ce que vous pensez que les Républicains ont encore une potentielle chance dans 4 ans? Il y aura déjà les midterms en 2022. Oui. On a vu que Donald Trump, sur Newmax, avait dit qu'il soutiendrait des candidats républicains, donc en tout cas pour les midterms. Est-ce que vous pensez déjà que Donald Trump a encore un avenir politique? Première question. Et puis deuxième question, chez les Républicains, est-ce que vous voyez déjà un candidat se révéler et qui serait d'ailleurs proche des idées trumpistes? Parce qu'il ne faut quand même pas le nier maintenant, le mouvement trumpisme a quand même énormément de potentiel et il dépasse pour moi en tout cas le cadre des Républicains. Donc selon vous, déjà pour 2022, puis 2024, les chances de Donald Trump potentielles et des Républicains? Alors, il y a plein de choses à dire par rapport à votre question qui est très justifiée, très complète. Alors, est-ce que Donald Trump a un avenir? Oui, absolument. D'abord, il a un avenir institutionnel parce que rien ne l'empêche de se présenter en 2024 s'il le souhaite. C'est-à-dire que
Il y a une limite à 2 mandats pour un président aux États-Unis, mais pas forcément 2 mandats consécutifs. Et dans l'histoire, il y a déjà eu un président qui s'appelait Grover Cleveland et qui, pour l'affaire, était démocrate, mais qui, à la fin des années 1800, en 1884 et 1892, a été 2 fois élu. Et en 88, entre les deux, il a perdu. Donc, il a effectué 2 mandats, mais avec un trou entre les deux. Ce qui pourrait être le cas de Trump s'il souhaitait se présenter en 2024 et qu'il l'emporte. Donc, sur le plan institutionnel, il a tout à fait un avenir. C'est la première chose. Deuxième chose, sur le plan des idées et du soutien, il a également un avenir parce qu'aujourd'hui, il est, et de très, 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 très loin, la personne la plus populaire au sein du Parti républicain, et je dirais même, comme vous le soulignez d'ailleurs et comme vous l'évoquez, auprès d'une Amérique populaire et populiste. Et il faut souligner ici 2 choses, c'est-à-dire l'étendue de son soutien, 75 millions de votes lors de la présidentielle et des votes dont on sait qu'aucun n'a pas été mérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de doute sur la validité des bulletins qui ont été déposés en faveur et décomptés en faveur de Donald Trump. 75 millions de votes, c'est énorme. 11 millions de plus en 4 ans, c'est énorme. Mais ce qui est énorme aussi, c'est l'enthousiasme et la ferveur de ses supporters. C'est-à-dire qu'il y a pour Trump, de la part d'un certain nombre d'Américains, d'un très grand nombre d'Américains, véritablement un amour. Et le mot n'est pas trop fort. Ce sont des gens qui l'ont beaucoup aimé pour ses politiques et pour sa personne, en dépit de ses défauts, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement sincère chez Donald Trump. Il a voulu être président pour faire quelque chose pour l'Amérique, pour sa vision de l'Amérique, et pour les électeurs qui partagent cette vision, son comportement et son message ont vraiment eu un sens. Donc il y a un enthousiasme qui demeure, qui n'a pas du tout été entamé ni par son mandat, ni par la fin de son mandat, ni par sa défaite à la présidentielle de 2020. Donc il garde un avenir tout à fait ouvert. Ensuite, c'est vrai qu'il a transformé le Parti républicain. Il a modifié le Parti républicain et il a étendu sa base, puisqu'aujourd'hui, le Trumpisme, c'est une sorte de nationalisme, de populisme, de traditionnalisme et également de perspectives extrêmement pro-business en économie, mais quelque peu protectionniste sur l'international. Et c'est un cocktail qui va au-delà, un cocktail idéologique, je veux dire, qui va au-delà des thèses du Parti républicain. Le Parti républicain était plutôt sur un libre-échangisme et était très anti-protectionniste. Et de ce point de vue-là, le Trumpisme, comment dirais-je, élargit la base de ce parti. Sur le plan des questions de société et sur le plan des questions de l'économie, Donald Trump a fait du Parti républicain à la fois le parti des petits entrepreneurs, le parti des PME, le parti des petits patrons et le parti des travailleurs, le parti de la classe ouvrière qui était avant le Parti démocrate, ne l'est plus aujourd'hui. Grâce à Donald Trump, le Parti républicain est devenu le parti de la classe ouvrière, de la classe industrielle, des petites industries, des anciennes industries et au besoin des nouvelles industries. Donc, il a véritablement apporté quelque chose au Parti républicain et il importe pour lui maintenant d'étendre cette emprise. Donc, comment est-ce qu'il va s'y prendre? Eh bien, comme vous l'avez évoqué, lors des primaires de 2000, lors des élections intermédiaires de 2022, et c'est l'échéance la plus importante aujourd'hui, lors de ces intermédiaires, il y aura sans doute des primaires au sein du Parti républicain contre un certain nombre d'élus qui ont récemment voté pour sa destitution, une dizaine d'élus à la Chambre et 5 ou 6 élus au Sénat. Et ces primaires permettront de jauger de la popularité du courant trumpiste, sachant que pour le Parti républicain, il sera essentiel de ne pas se diviser, parce que la division, c'est la défaite. Le système politique américain est vraiment un système fondé sur le bipartisme. Les tiers partis n'ont jamais réussi quoi que ce soit. Et si on avait d'un côté
un candidat de l'establishment républicain et de l'autre un candidat trumpiste, ce serait la victoire garantie pour les démocrates. Parce que même si à eux deux, ces candidats parvenaient à faire 55% des suffrages, eh bien, séparément, ils en feraient toujours moins que le démocrate. C'est comme ça que Bill Clinton a été élu en 1992. Je rappelle pour la petite histoire qu'en 1992, Bill Clinton a été élu président avec 42% des suffrages. 42%. Il était minoritaire. 58% des Américains avaient voté contre lui. Simplement, au collège électoral, il avait remporté une victoire haut la main parce qu'il était arrivé en tête dans pratiquement tous les États, dans la mesure où George Bush avait fait 38% et Ross Perot en avait fait 20%. Et donc les 20% et l'essentiel des votes que Ross Perot avait gagnés, il les avait pris au candidat républicain. Et donc la division de ce camp à droite avait permis au candidat démocrate de l'emporter. Et si en 2022 et surtout en 2024, on se dirige vers une élection à 3 candidats, avec un démocrate, un républicain de l'establishment et je dirais un candidat trumpiste qui reprenne la base populiste du Parti républicain, on aurait sans aucun doute la réélection du candidat démocrate. Donc ça, c'est la pire des choses à faire. Maintenant, il y a un petit écueil dont je veux parler rapidement, si vous me le permettez. Bien sûr, allez-y. Avant même que vous me posiez la question, c'est la question du processus électoral. Oui. Parce que, et je l'ai écrit récemment, et j'ai publié un article dans Causeur à ce sujet ce mois de février, je suis personnellement convaincu que l'élection de 2020, même si on ne peut pas parler d'irrégularité, elle a été manipulée avant le scrutin pour favoriser la victoire de Joe Biden. Derrière le vote par correspondance, il y a une volonté de multiplier les bulletins et en même temps une volonté de vérifier aussi peu que possible la validité de ces bulletins. Le mot d'ordre des démocrates, ça a été « il faut compter tous les votes, il faut compter tous les bulletins ». Donald Trump disait « il faut compter tous les bulletins légaux », ce qui est une différence majeure. Un bulletin légal, c'est un bulletin dont on peut vérifier la validité. C'est un bulletin dont on sait qu'il provient d'un électeur qui est bien vivant, qui n'a pas voté ailleurs, qui n'a pas voté une deuxième fois, qui n'a pas voté dans un autre État, etc., etc., etc. Il y a des mécanismes. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, là, on vous entend, il y a une petite coupure. Ah. Donc, je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais je parlais de la différence entre ce qu'on appelle un vote légal et un vote tout court. À savoir que les démocrates ont insisté pour que l'on compte tous les bulletins, alors que Donald Trump insistait pour que l'on compte les bulletins valides, ce qu'il appelait les bulletins légaux. Et le vote par correspondance a besoin d'un niveau de vérification élevé, parce qu'on sait très bien que le vote par correspondance facilite les fraudes. Lorsque vous diffusez des bulletins de vote dans la nature, vous ne savez pas où ils atterrissent, vous ne savez pas qui les remplit, vous ne savez pas si la personne qui les remplit en remplit un seul ou si elle en remplit deux, etc., etc. Donc il y a des possibilités quasi infinies de faciliter les fraudes. Je rappelle que le vote par correspondance est interdit en France depuis 1975. Et donc, pour un certain nombre de raisons, on sait qu'il y a eu des manipulations, des règles électorales, ce qui fait qu'on ne peut pas parler de fraude, puisque les règles avaient changé les choses pour valider un certain nombre d'actions, et que ces actions ont permis à l'arrivée d'avoir 81 millions de bulletins de vote en faveur de Joe Biden et sa victoire à la fois au collège électoral. Les républicains doivent absolument, et ça c'est impératif, ils doivent absolument mettre de l'ordre dans le processus électoral, dans le système de vote et dans le système de décompte des bulletins. S'ils ne le font pas, je crains fort que dans un certain nombre d'États, eh bien, il y ait des manipulations qui restent possibles et elles n'auront pas une incidence directe sur le Congrès, mais elles auront une incidence directe sur l'élection présidentielle de 2024. Pour rappel, au-delà même de la considération de savoir si on a les éléments pour démontrer qu'il y a des fraudes, dans l'élection de 2020, il y a des incohérences flagrantes.
habituellement aux États-Unis et d'ailleurs ailleurs en politique, quand le chef tombe, eh bien ses soldats tombent avec lui. Et là, on s'est aperçu que le chef Donald Trump, il a été battu, mais qu'à la Chambre des représentants, les républicains ont gagné des sièges. Au Sénat, ils en ont perdu moins qu'on en annonçait. Au sein des législatures d'État, ils se sont très bien comportés. Ils ont gagné un poste de gouverneur. Donc on a une élection présidentielle qui va à contre-courant du reste du scrutin. Ça, c'est pas logique. On a un président Biden ou un candidat Joe Biden qui rassemble 81 millions de suffrages, mais qui arrive en tête dans seulement 470 comtés, alors que Donald Trump arrive en tête dans plus de 2500 comtés. Joe Biden est arrivé en tête dans moitié moins de comtés que Barack Obama il y a 10 ans, alors qu'il a fait 15 millions de voix de plus que lui. Donc ça, c'est une incohérence. Aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle des bellwether counties. Ce sont des comtés baromètres. C'est-à-dire, ce sont des comtés qui donnent toujours le résultat final au plan national. Il y a une représentation politique qui fait que tel comté va voter comme l'ensemble du pays. Donc il y a une vingtaine de comtés comme cela. Et bien sur les 20 comtés en question, 19 ont été remportés par Donald Trump. Un seul a été remporté par Joe Biden. Et pourtant, à l'arrivée, c'est Joe Biden qui a été élu président. Donc il y a dans ce scrutin des incohérences qui permettent d'entretenir un certain nombre de soupçons, et que ces soupçons soient légitimes ou pas n'est plus la question. C'est Joe Biden qui est le président légitime des États-Unis aujourd'hui. Par contre, pour les élections à venir, il me semble essentiel que les républicains, en accord avec les démocrates inévitablement, mettent de l'ordre dans les règles électorales. Parce que le risque, c'est non seulement qu'ils ne parviennent plus à remporter la moindre élection, mais c'est surtout qu'un certain nombre d'électeurs se détournent du processus politique et là se radicalisent. Et là, on a des conséquences qui deviennent inimaginables. Parce qu'en fait, c'est ça. Lorsque vous trichez sur le vote, vous supprimez le vote. Et si les électeurs américains, ceux de Trump ou d'autres d'ailleurs, perdent confiance dans le système politique américain, eh bien là, vous ouvrez la porte à tous les extrémistes, aux véritables violences politiques, et on rentre véritablement dans un autre monde. Donc il me paraît essentiel pour moi que les Américains do the right thing, fassent ce qu'il faut et mettent de l'ordre dans les règles du système électoral fédéral. Je pense qu'on va conclure sur cette très bonne analyse. En effet, c'est moi qui vous perds à présent. Le futur des... Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça vibre, il y a de l'écho, mais j'arrive à vous déchiffrer. C'est bon. Okay. Et là, vous m'entendez bien, ça va? Ça va. C'est parfait. Donc, c'est ça. Donc, l'avenir des Républicains et aussi, pourquoi pas d'ailleurs, de Donald Trump passera par une remise en état du système électoral. Et vous avez tout à fait raison sur ce point. Par contre, Gérald Olivier, pour vos analyses, on mettra le lien de votre livre sous la vidéo. Et puis, on espère vous retrouver bientôt pour faire un autre bilan bientôt de ce qui se passe aux États-Unis. Avec plaisir. Et en tout cas... Et merci de votre invitation.